Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le lien entre management et vente. J'ai démarré ma carrière il y a un peu plus de 10 ans maintenant et j'étais consultante. Assez vite, mes managers ont commencé à me parler de vente. Ils voulaient que je prenne part à la dynamique commerciale du cabinet et m'ont aussi fait comprendre que, assez rapidement, pour progresser dans le métier, je devais développer des compétences commerciales. Cela a généré chez moi des petites angoisses, car j'étais persuadée de ne pas du tout être faite pour vendre, et cela m'a fait peur. Avec le recul, je m'aperçois que je ne savais surtout pas ce que c'était que le métier de vendeur et de commercial, et que je n'avais pas pris conscience que j'avais des compétences qui étaient utiles pour la vente. Bref, je me suis vite tournée vers les ressources humaines, et aujourd'hui, avec le développement de Chef, je me rends compte que les compétences de vente et que celles de management sont très proches, car finalement la réussite d'une action de vente est avant tout la réussite d'une bonne relation humaine. Pour creuser ce sujet, j'ai invité un expert de la vente, Alexandre Vaquier. Il est l'hôte du podcast Les Héros de la Vente et il a fondé Vive, une entreprise de vidéo training pour les équipes commerciales. Par ailleurs, Alexandre n'a rien du cliché du commercial baratineur que j'avais en tête et dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. En invitant Alexandre sur le podcast, j'ai cherché à mieux comprendre les liens entre vente et management. J'ai aussi cherché à comprendre les enjeux et les transformations actuelles du métier de sales. Et enfin, Alexandre m'a éclairé sur le rôle du manager commercial que je découvre, pas de scoop, beaucoup plus manager que commercial. Nous avons également abordé la problématique du développement des compétences et l'entraînement des équipes commerciales. Avant de vous laisser écouter ma conversation avec Alexandre, je voulais vous demander un petit service. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre 2 minutes pour noter Chef sur Apple Podcast et laisser un commentaire, même s'il est très rapide. Cette action est vraiment nécessaire et très utile pour faire connaître le podcast, et sans vous, je ne peux pas y arriver. Alors un grand merci d'avance pour ceux qui ont déjà laissé des notes et des commentaires sur Apple Podcast, et pour ceux qui le feront très prochainement. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute de ma conversation avec Alexandre Vaquier, et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Alexandre Vaquier. Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie, merci de m'inviter dans ton podcast. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Alexandre, je t'ai invité pour parler d'une thématique assez spécifique qui est le lien entre le métier de vendeur, le métier de commercial et le management. Parce que je pense que toi et moi, on est convaincus qu'il y a plein de ponts à faire et que finalement, ce sont parfois des compétences et des qualités entre un commercial et un manager qui sont très proches. Tu es pour ça l'hôte du podcast Les Héros de la Vente et aussi le fondateur de Vive, c'est ça? On aura l'occasion d'en parler. Donc moi, dans la vente, j'ai été commercial pendant 5 ans. Ensuite, j'ai été manager pendant 2 ans. Et là, depuis 3 ans, je suis entrepreneur. Et j'ai créé une plateforme pour entraîner les commerciaux via de l'analyse vidéo. Donc l'idée, c'est qu'ils peuvent enregistrer leur rendez-vous par visioconférence ou par téléphone, s'analyser ou se faire analyser par leur manager ou par des coachs de vente. Et comme un sportif de haut niveau, il va pouvoir débriefer ses comportements, sa communication et s'améliorer. Et comme tu l'as dit, à côté de ça, depuis 2 ans, j'ai un podcast sur la vente qui m'a permis d'interviewer 80 experts de la vente, donc soit des coachs, des formateurs ou des directeurs commerciaux. Et donc, j'espère pouvoir apporter pas mal de conseils et d'infos à tes auditeurs. Merci beaucoup. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu créer le podcast Les Héros de la Vente ? Alors, il y avait 2 constats. Le premier, c'est que j'étais curieux et passionné de podcast à l'époque, en 2019. Donc, j'avais envie de m'y mettre et d'en faire un pour voir un peu ce que ça allait donner. Et le deuxième, je me suis dit, OK, on va faire un podcast sur la vente parce que ça va me permettre de bénéficier de mini masterclass de personnes qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience et qui ont une expertise fine. Et la plupart du temps, ces gens-là vont soit la monnayer en vendant des formations assez chères, ou soit pas du tout la partager parce qu'ils sont directeurs commerciaux et ils ont autre chose à faire.
Et donc, je me suis dit, on va aller interviewer. Bon, je m'étais fixé comme objectif 10 personnes. Et en fait, ça a bien pris. C'était un des premiers podcasts sur la vente à l'époque qui a été créé. Après, il y en a eu beaucoup d'autres qui se sont créés. Et d'ailleurs, beaucoup d'invités que j'ai eu dans mon podcast ont créé leur propre podcast sur la vente. Et du coup, ça m'a aidé à progresser. Ça m'a fait une petite audience aussi sur mon marché. Hein. Les gens me connaissent grâce au podcast. Et c'est devenu aussi un outil marketing pour mon entreprise où j'ai des partenariats ou des clients grâce à ce podcast. Donc c'était finalement une bonne curiosité à avoir à cette époque-là. Ouais. En tout cas, j'ai écouté quelques épisodes et moi qui suis pas ou peu vendeuse en tout cas pas dans mon premier métier, j'ai trouvé, en dehors du fait qu'il y avait beaucoup de bonnes pratiques partagées sur le métier de la vente, et ça m'a permis à la fois de découvrir finalement pas mal de nouveaux business et de nouvelles manières de vendre, et aussi de m'intéresser vraiment au métier de vente, notamment avec ses spécificités, par exemple managériales, ou voilà les questions humaines qui se posent autour du métier de la vente. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Bravo pour ça. Ouais, on va en parler des composantes de la vente, mais on pourrait penser que c'est une niche, le sujet de la vente à traiter dans un podcast. Mais finalement, on fait tous de la vente, que l'on soit manager, entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des problématiques quand on crée son entreprise, c'est que à un moment donné, il va falloir vendre son produit ou son service. Et on va le voir dans l'épisode, mais la vente, c'est complexe. C'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Et donc, je me suis dit que ce podcast pourrait aider tous les gens qui sont soit vendeurs ou soit qui ne le sont pas, mais qui doivent quand même faire de la vente. Et je trouve que quand tu dis qu'on a parfois plus ou moins tous un métier de vente, souvent, même en interne, même quand on est, ce qui était mon cas par exemple en tant que responsable RH, une fonction interne, on a quand même à développer une force de conviction et à convaincre des clients internes. Et parfois, juste en tant que professionnel, on a aussi, et de plus en plus, des actions de personal branding pour aller se vendre en tant que candidat, futur salarié d'une entreprise, talent sur le marché du travail. Donc c'est intéressant de savoir que c'est possible de vendre un produit, mais aussi que soi-même en fait on peut avoir de plus en plus des actions à faire pour valoriser son parcours et son expérience et son expertise. Ouais, donc ça s'applique à plein de champs de la vie, même de la vie personnelle. Tu peux aussi dans ta vie personnelle être amené à vendre des vacances à ton conjoint. Donc ça s'applique à beaucoup de choses, ouais. Ok. Alors, quels sont, selon toi, les enjeux actuels du métier de commercial ou de sales? Peut-être le terme est plus vendeur pour le coup. Ouais. Alors c'est vrai que moi je viens du monde de la vente plutôt B2B et plutôt dans le secteur de la technologie. Bon, j'essaye quand même d'aller voir d'autres secteurs. Tu vois, hier j'ai interviewé un agent immobilier pour comprendre un peu les arcanes de la vente immobilière. Mais bon, tu as des enjeux donc dans le B2B, je vais plutôt te parler de ça, mais on peut en appliquer aussi au B2C. Donc il y en a plusieurs des enjeux. Moi, ce que je vois rapidement arriver, c'est d'abord l'enjeu du recrutement. En France, il manque 150 000 commerciaux. Donc c'est un métier en tension, un peu comme les développeurs informatiques. C'est pas évident de recruter un commercial, c'est assez cher. Et donc aujourd'hui, les boîtes qui marchent bien dans ce secteur, c'est les boîtes de recrutement des commerciaux. Le deuxième enjeu, ça va être, une fois que tu l'as recruté, ça va être de former le commercial. 2/3, c'est une étude justement d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Up2. C'est 2/3 des commerciaux en poste en France maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, dans les écoles de commerce, on forme pas au métier de vendeur. Et souvent, une fois en poste, l'entreprise, les managers, n'accentuent pas beaucoup l'entraînement, la formation continue des commerciaux. Et donc, il y a un enjeu là-dessus. Et après, le troisième enjeu, ça va être, on va le voir là aussi dans cet épisode, mais le commercial doit maîtriser beaucoup de compétences. Et là, il y a une compétence qui s'accélère, c'est les outils digitaux, la vente à travers un écran, la visioconférence, la maîtrise d'outils qui te permettent d'automatiser des tâches, de mailing, de remplir ton CRM. Et là aussi, il y a un enjeu parce qu'on demande au commercial en poste
dans le secteur que je connais, donc la tech, le B2B, de maîtriser beaucoup de compétences différentes et beaucoup de compétences nouvelles. Ok, c'est hyper intéressant. J'avais pas effectivement cette vision. Donc c'est intéressant. Je veux bien qu'on creuse le sujet justement de la formation et du développement des compétences. En plus, c'est aussi ton rayon avec Vive. Selon toi, quelles sont les compétences peut-être principales ou les plus importantes à développer pour un commercial et aussi pour un manager commercial qui doit développer ses équipes? Et comment développer ces compétences? Ouais. Alors pour essayer de bien cadrer la réponse, on va prendre les différents cycles de vente, hein, mais donc un commercial, la première chose qu'on va lui demander de faire, c'est de prospecter. Donc là, la prospection, ça demande plusieurs compétences. Ça demande d'être organisé, discipliné. Ça demande de peut-être une des premières compétences qu'on néglige beaucoup, c'est l'écriture. Savoir écrire un mail, un message de prospection, sans faute d'orthographe. Et c'est pas si évident que ça, hein. Moi, j'ai reçu beaucoup de candidats qui étaient très bien, mais qui pêchaient dans l'écriture avec des fautes. Et ça peut être rédhibitoire si tu fais beaucoup de messages écrits. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de commerciaux qui prospectent via des séquences de prospection mail. Ensuite, ça va être dans la prospection, savoir prendre son téléphone, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est le plus compliqué dans la vente, hein. C'est toujours la prospection téléphonique, c'est quelque chose qui marche encore, bien qu'on peut penser le contraire. Mais prendre son téléphone et démarcher des gens par téléphone, on a des résultats souvent meilleurs que par mail ou par LinkedIn. Donc, savoir parler au téléphone, c'est pas quelque chose facile. Ensuite, une fois qu'on a fait cette prospection, on va faire les rendez-vous. Et là, les compétences qu'on va devoir appliquer, c'est plutôt des compétences qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est savoir communiquer, savoir se présenter, savoir poser des questions, savoir rentrer en connexion avec son interlocuteur. Et là aussi, c'est des compétences qui se travaillent, qui s'acquièrent, qui s'entraînent. C'est pour ça que souvent, la vente, c'est un métier un peu d'expérience. Les bons vendeurs, c'est souvent des gens qui ont de l'expérience, qui ont fait beaucoup de rendez-vous dans leur carrière, et finalement, leur bonne pratique, ça devient des automatismes. Et souvent, les juniors, alors ils peuvent être très bons, mais souvent, ils vont avoir un taux de conversion de leur rendez-vous en vente qui va être inférieur à des commerciaux plus expérimentés. Et après, c'est parce que les commerciaux expérimentés se sont pris des bâches et ont fait des erreurs et donc ont appris de leurs erreurs aussi? Ouais, parce que en fait, si tu veux, j'aime bien faire le comparo avec le sport de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, tu t'entraînes 99% de ton temps pour performer 1% de ton temps. Et dans la vente, c'est souvent l'inverse. Tu t'entraînes quasiment pas. Tu fais une formation une fois dans l'année ponctuelle où tu as un formateur qui vient faire le show. Et tu oublies rapidement ce que le formateur t'a dit. Et donc, en fait, tu t'entraînes pendant tes rendez-vous. 99% de ton temps, tu t'entraînes pendant tes rendez-vous. Et donc, tu te fais la main sur tes rendez-vous, donc tu grilles des cartouches, tu t'essuies un peu les plâtres. Et c'est triste à dire, mais souvent, tu vois, moi, j'ai vécu ça. Tu recrutes des juniors qui n'ont pas d'expérience et en fait ils vont pas être très bons les premières années, la première année, les 2 premières années. Et une fois qu'ils seront bons, ils vont sans doute être débauchés par une autre entreprise qui va les payer plus cher. donc oui, les commerciaux souvent se font la main sur leur rendez-vous, ce qui peut être problématique. Et pour finir, les dernières compétences, je pense, c'est ok, t'as fait ton rendez-vous, t'as fait la vente, donc t'as une compétence de closing qui est pas facile à maîtriser aussi. Et après, t'as la compétence de suivi. Alors aujourd'hui, dans des entreprises, tu vas avoir une spécialisation des tâches, hein. Tu vas avoir des commerciaux qui vont faire la prospection, d'autres qui vont faire le closing et d'autres qui vont faire le suivi. Mais dans certaines entreprises plus petites, tu n'auras pas le choix, tu vas devoir faire tous ces cycles de vente, ça peut être une bonne école d'ailleurs. Et là, on va dire que c'est un commercial full stack, un peu comme les développeurs full stack, c'est-à-dire qu'ils vont gérer plusieurs étapes du cycle de vente. Et ça, pour le coup, c'est un peu le mouton à 5 pattes, hein. C'est vraiment pas évident de maîtriser toutes ces étapes. C'est un peu la vision que j'ai du commercial qui sait tout faire, et je me dis, il doit être précis, il doit savoir bien parler, bien écrire, avoir une super relation client, en même temps être un bon négociateur, avoir
être tourné chiffres et résultats pour quand même optimiser son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Parmi toutes ces compétences, pour toi, c'est peut-être quelle est la compétence la plus importante? Est-ce qu'il y en a une qui revient souvent chez tes invités, par exemple, ou qui, selon toi, est celle qui t'a été le plus utile? Ouais, alors c'est vrai que le métier de commercial, c'est assez paradoxal. Par exemple, Sophie, si je te dis rapidement, sans trop réfléchir, à quelle image tu penses quand je te dis commercial ou vendeur? À quoi tu penses tout de suite? Moi, je pense au baratineur. Voilà. Eh ben, écoute, tu as une étude aux États-Unis qui est pourtant un pays connu pour la vente. Hein. On dit toujours que les Américains, c'est les stars de la vente. Mais quand tu demandes ça aux Américains, 75% des Américains pensent à un vendeur en costard mal défraîchi de voitures d'occasion qui veut te baratiner. Les gens pensent à ça quand tu leur parles de commercial. Et pourtant, on voit bien que le métier de commercial, on demande vraiment beaucoup de compétences. Et peut-être que la première compétence qui va faire qu'un commercial est bon dans son métier, ça va être l'écoute. Ça va être en gros, comme un médecin, poser des questions pour faire un diagnostic et savoir apporter une solution. Et parfois, c'est pas ce que tu vends qui est la solution. Et donc, le bon commercial va savoir dire, je suis pas la bonne entreprise pour votre problème, votre besoin. Et donc, le bon commercial va savoir réorienter vers une autre solution. C'est pas grave, il y aura un autre timing, il y aura peut-être une autre opportunité, et le prospect que vous avez en face de vous peut vous recommander à d'autres prospects. Et c'est d'ailleurs un des leviers les plus puissants dans la vente, c'est de se faire recommander. Donc oui, je pense que la qualité première à avoir et à cultiver, ça va être l'écoute, et donc l'empathie qui en découle. Pas simple de s'entraîner à l'écoute. Non, vraiment de se former pas simple. À l'écoute. Vraiment pas simple. Alors maintenant, tu as des outils qui permettent de le faire. Donc moi, j'en ai développé un, Vive. En fait, ça te permet de te revoir, mais surtout de voir dans un rendez-vous les moments où tu as posé des questions fermées ou des questions ouvertes, les moments où tu as parlé, les moments où tu as écouté. Et donc, en fait, souvent, le défaut qu'on peut avoir, pas seulement quand on est commercial, mais c'est de parler de soi. Et là aussi, tu as des statistiques, mais en général, les gens, quand on parle, on a tendance à parler beaucoup plus de soi. Quand tu vas à une soirée et que tu as quelqu'un qui va te demander, qui va te dire, tiens, j'ai passé des vacances en Grèce cette année, très vite, tu vas rapporter la discussion à toi. Tu vas dire, ah bah la Grèce, je connais, j'adore. Et finalement, c'est un exercice qu'il faut essayer de faire même dans sa vie personnelle. C'est essayer de creuser. Oh, d'accord, tu étais en Grèce, c'est quoi les plats ou les coins que tu as adoré, que tu te conseilles. Et ça, c'est essayer d'inverser un peu la tendance, de toujours rapporter la discussion à soi, à son produit, à sa solution, mais plutôt de creuser la vie de l'autre et c'est comme ça qu'on va trouver les bonnes informations. Donc ça, c'est un exercice qui est pas facile, mais on peut se faire aider à la fois par des outils et aussi par ses managers. Et on va en parler puisque c'est aussi le thème de ton podcast. Voilà, exactement. Quand tu es manager, comment justement tu peux aider tes collaborateurs à se développer? Quels sont les points clés qu'un manager commercial doit avoir en tête pour bien manager son équipe? Ouais, quand tu es manager commercial, là aussi c'est un métier où on demande beaucoup de compétences et on demande souvent des moutons à 5 pattes. Donc bien sûr, le manager commercial pendant longtemps, ça a été un peu, tu sais, la vieille école de la vente, ça a été pousse tes équipes, motive-les, suis leurs stats, et s'ils réalisent pas leurs objectifs, tu leur tapes sur les doigts. Bon, ouais, avec le challenge, le meilleur commercial de la semaine ou du mois, et puis si tu l'es pas, c'est l'enfer pour toi. Ouais, alors ça existe encore, bien sûr. Le problème, c'est comme on est sur un métier en pénurie, si tu fais ça, en fait, tes commerciaux vont partir. Et en fait, dans la vente, tu as une statistique. En moyenne, un commercial reste 2 ans dans son job. Et donc, il y a un turnover assez énorme dans ce métier-là. Et donc, je pense, moi, que y a quelque chose à faire dans le management. Et c'est un peu ce que je prône avec mon entreprise, c'est de dire, manager, il faut qu'il ait un rôle de coach. Et comme un coach de haut niveau d'une équipe de rugby ou de basket,
Et il faut accompagner ces équipes, les monter en compétences, les entraîner, leur donner les armes pour qu'ils soient performants et donc qu'ils se sentent bien dans leur métier parce qu'ils vont avoir des commissions. Et la vente, c'est un métier où tu peux très vite avoir un revenu important si tu respectes quelques règles et quelques fondamentaux, mais sans être un génie. Tu peux vraiment avoir des salaires, même en étant jeune, très importants. Donc, je pense que le métier du manager est en train d'évoluer dans la vente. Et là aussi, les entreprises ont un rôle. C'est-à-dire que le manager, on va lui demander de définir des objectifs, de les suivre, de recruter, d'animer des équipes, de les entraîner. Mais on va aussi lui demander de faire des ventes. Et à un moment donné, pour moi, un manager commercial, c'est pas forcément quelqu'un qui doit aller faire des ventes. Éventuellement, il peut accompagner des commerciaux sur des ventes, notamment des ventes grands comptes. Mais c'est pas son rôle, selon moi, de faire des ventes. À ce moment-là, on le nomme responsable de vente grand compte et on prend quelqu'un pour accompagner les équipes. D'ailleurs, c'est des nouveaux jobs qui sont en train de se créer. On appelle ça les sales enablement. Donc, c'est des gens qui sont chargés de la montée en compétences des commerciaux et d'apporter de l'aide aux commerciaux pour qu'ils se forment, qu'ils s'entraînent et qu'ils utilisent les bons outils. Ah d'accord, c'est hyper intéressant. Tu peux développer un petit peu cette nouvelle fonction ? Ouais, donc c'est une fonction qui vient là aussi des États-Unis. Dans le métier de la tech, dans le B2B, aujourd'hui, tu as 60% des sociétés qui ont cette fonction. Donc en fait, le Sales Enablement, c'est quelqu'un qui va avoir trois tâches. La première tâche, ça va être de gérer les liens entre le marketing et les commerciaux. C'est-à-dire, il va devoir donner les contenus adaptés aux commerciaux pour que les commerciaux puissent présenter des bons contenus. Donc, ça peut être des plaquettes PowerPoint, ça peut être des tablettes, des logiciels, mais des contenus personnalisés assez cibles, assez prospects. Deuxième fonction, ça va être de tout ce qui est formation, accompagnement du commercial. Donc, mettre en place des formations continues ou des formations ponctuelles et entraîner ces commerciaux à les monter en compétences. Et la troisième fonction, ça va être la partie outils. Quel outil je mets en place pour que les commerciaux performent. Donc, ça peut être des outils comme des outils pour écouter les appels téléphoniques, des CRM, des choses comme ça. Et ça, aujourd'hui, tu regardes sur LinkedIn, tu en as peut-être en France une 50aine, mais ça va être un nouveau job où dans quelques années, tu vas sans doute avoir sur les job boards des entreprises. Alors, c'est plutôt des entreprises qui sont importantes, on va dire à partir de 150 salariés, où tu commences à avoir ce job. Ouais, parce que finalement, on le dit, je pense depuis 2-3 questions, mais la fonction de commercial, c'est une fonction complexe. C'est une fonction qui nécessite énormément de compétences. Tu l'as très bien dit dans les différents cycles de vente, avec un sujet de soft skills, un sujet de méthode, un sujet aussi d'outils. Et donc, ce nouveau rôle aide, accompagne, facilite le job au quotidien pour que les commerciaux puissent se concentrer finalement sur peut-être quelques moments clés ou quelques savoir-faire vraiment précis. C'est un peu ça ? Oui, et puis comme ça, le directeur commercial, lui, on peut lui demander de vraiment réfléchir à la stratégie commerciale, aux missions à mettre en place. Enfin, rien que tu vois, animer une équipe de commerciaux, de garder de la motivation chez un commercial, c'est très dur parce que en tant que commercial, tu passes ta journée à te prendre des portes, soit au téléphone, soit par mail. Tu vois, les mails, ça m'intéresse pas. On n'a pas le temps, on n'a pas d'argent. Et donc, rien que ce job-là de garder de la motivation dans tes équipes, c'est pas évident. Définir une stratégie commerciale avec les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les bonnes séquences, rédiger le verbatim, expliquer la posture du commercial, rien que ça, c'est beaucoup de choses. Donc, dans les grosses entreprises, tu commences à avoir ces postes. Donc, on a parlé de Sales Enablement. Tu as aussi les Sales Ops qui, eux, sont vraiment plus dédiés outils. Donc, c'est vraiment, tu vois, par exemple, changer un CRM. Ça, c'est toujours quelque chose de très compliqué quand tu as une grosse entreprise avec beaucoup de données dans un CRM. Ben, ça va être plutôt le métier de ce qu'on appelle le Sales Ops. Et parfois, dans le Sales Ops et le Sales Enablement, dans certaines entreprises, c'est la même personne. Mais tu peux avoir une division entre ces deux jobs. Ok. Donc,
Moi, ce que je retiens et surtout ce que j'apprends en fait en t'écoutant, c'est que le métier de sales est aussi vraiment en train d'évoluer avec peut-être la complexité, les enjeux et toutes les nouvelles manières de vendre et tous les nouveaux services et types d'entreprises qui se sont créés, qui sont en train de se créer et qui vont continuer en fait à se créer. Ouais, t'as de nouveaux métiers, t'as de nouveaux outils aussi qui apparaissent, qui sont censés rendre le métier plus facile, mais du coup, ça te pose d'autres problématiques. Et effectivement, ouais, c'est un métier qui est en train d'exploser. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est tout à l'heure, on a dit que dans les écoles de commerce, on formait pas à la vente. Et ben là, tu as des nouveaux types d'écoles de vente qui sont en train de se créer et qui marchent très bien. Donc c'est des écoles où c'est souvent tu apprends la vente de manière très rapide, en 6 mois, 1 an, avec des stages ou des alternances, et tu apprends toutes ces nouvelles techniques et tous ces nouveaux outils de vente. Et souvent ces écoles-là, donc je peux les citer, hein, tu as Iconoclast, YouMind School, Rocket School, et ces écoles-là, leurs étudiants arrivent très rapidement à trouver un CDI dès la fin de leur école, voire même pendant leur école. Donc c'est des nouveaux. Je pense que c'est un nouveau type d'école 2.0. On a eu la même chose du côté des développeurs informatiques avec des écoles comme Le Wagon ou la Wild Code School. Bah c'est ça, t'es quelqu'un qui a envie de changer de job, t'as envie de te reconvertir et tu te dis tiens, la vente ça pourrait être pas mal parce que je pourrais bien gagner ma vie et je pense que je suis pas trop mauvais avec les gens. Et tu fais ces écoles-là, en 6 mois, 1 an, t'es formé, tu trouves un CDI et là ta carrière est lancée. Parmi tous tes invités, donc tu as invité plus de 80 personnes sur les héros de la vente. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué ou une technique ou une entreprise justement et qui peut-être qui incarne le futur de la vente ou quelque chose de particulièrement innovant? Ouais, bah, j'en ai plusieurs, hein, mais là quand tu me poses cette question, j'en pense à quelques-uns rapidement. Alors j'en pense à un peut-être parce que je l'ai eu hier au téléphone, mais donc il s'appelle Paul-Jacques Moreau. Donc Paul-Jacques, c'est un ancien commercial qui est devenu formateur, qui doit avoir la trentaine. Et lui, ce que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est qu'il allie à la fois les techniques un peu à l'ancienne. Donc lui, il s'est spécialisé dans le phoning, la formation pour prospecter au téléphone. Donc c'est un peu la technique à l'ancienne, mais comme on l'a dit, qu'il y a toujours des résultats. Et il allie ça aux nouveaux outils. Donc il utilise ma technologie Vive pour, par exemple, mettre en situation ses apprenants, les faire téléphoner, les filmer, les analyser, les débriefer, les monter en compétences. Et à côté de ça, bien sûr, il teste tous les nouveaux outils sur le marché, par exemple les HubSpot, hein, qui est un CRM, et il essaye d'automatiser un maximum de tâches. Et donc lui, Paul-Jacques, il est assez intéressant parce que il a un discours quand même à la fois d'être, par exemple, dans la prospection sur de la quantité et vraiment de taper dedans, c'est-à-dire d'appeler beaucoup de gens pour avoir du résultat, mais à la fois il va être dans la qualité, c'est-à-dire d'analyser l'école quand ça va pas, de faire progresser les gens. Et j'aime beaucoup cette dichotomie et parce que tu vas aussi parfois avoir dans la vente un truc qui est de dire aujourd'hui on va faire du growth hacking, tu sais, on va paramétrer des campagnes hyper complexes de séquences mail et séquences LinkedIn avec des messages hyper bien copyrightés, originaux mais finalement tu peux parfois te rendre compte que ces campagnes-là ça te prend énormément de temps pour un ROI finalement assez faible. Alors que si tu avais pris ton téléphone, tu vois, avec une liste de 100 contacts, tu aurais eu 10 fois plus de rendez-vous. Tu vois, donc je pense que il faut pas non plus cracher aussi sur tous les gens qui font de la vente depuis 30 ans. Il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Et Paul-Jacques, c'est un bon représentant d'avoir su mixer à la fois la vente 2.0 et la vente d'hier. Oui, parce que la vente reste quand même dans la majorité du temps une histoire d'hommes et d'humains et de relations humaines en fait. Donc ouais. C'est bien d'utiliser les outils pour faciliter, pour automatiser, pour peut-être accélérer les actions de vente. Mais in fine, derrière, c'est bien une personne qui décide d'acheter un service ou un produit. Et donc, il faut que cette personne, on la touche et d'une manière, de différentes manières. Mais l'important, c'est que
c'est qu'elle soit quand même touchée et qu'elle ait envie d'acheter le produit ou le service. Ouais, bah ça c'est vrai que ça peut être un défaut, mais c'est que dans les tu vois les grosses scale-up, on processise énormément la vente, on spécialise les vendeurs, on leur dit tu fais d'abord un rendez-vous découverte, ensuite tu fais un rendez-vous démo, ensuite tu fais un appel de closing, et tout est processisé, tout est d'ailleurs des fois c'est des gens différents qui font ces rendez-vous, et en fait parfois on perd un peu l'idée que quand quelqu'un va acheter, c'est d'abord une réaction émotionnelle. Il va faire appel à une émotion, c'est-à-dire tiens, grâce à ça, je vais passer à un état A à un état B. Et en fait, ce qui provoque la vente, c'est de se dire avec cet outil, je vais être soit plus riche, soit plus compétent, soit gagner plus de temps. C'est souvent les trois émotions auxquelles on fait appel. Et souvent, on rationalise un peu trop le process et on oublie que va falloir faire cette vente, il va falloir provoquer quand même des émotions chez son interlocuteur. Et donc là, il y a bien sûr des techniques de vente, mais il faut aussi savoir faire fi des techniques de vente et savoir être soi-même et être authentique, parce que forcément, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui récite un script et on voit toutes les arcanes. Alors en plus, moi j'ai une déformation professionnelle, maintenant je vois tous les arcanes de vente. Bon bah vous allez être là. Par exemple, quand vous faites prospecter téléphoniquement, souvent les gens prospectent avec un script. Et ça s'entend en fait au téléphone, on voit tout de suite les ficelles et on dit tout de suite non, ça m'intéresse pas. Par contre, si on vous appelle comme si c'était quelqu'un de lambda, enfin un de vos amis ou un restaurateur qui vous dit la table est réservée, enfin, et que la personne est naturelle, ça va beaucoup mieux. Il y a une question que je pose tout le temps dans Chef, qui est quel chef es-tu? Est-ce que peut-être toi, tu peux nous dire quel commercial tu es? Quel commercial je suis? Alors ça c'est intéressant. Moi, je pensais avant d'être dans la vie active, pour moi la vente c'était no way. Hein. Il y avait pas moyen. Pour moi, je pense que j'ai pas du tout une personnalité adaptée à la vente. Je suis quelqu'un de très gentil, je suis pas du tout le requin du loup de Wall Street, etc. Je suis quelqu'un qui est toujours dans la bienveillance, qui veut aider les autres. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la vente, ça peut être justement un acte noble quand tu apportes une solution à ton interlocuteur et que tu vas l'aider. Et donc moi, quand j'ai compris que ça pouvait être une force, que mes qualités ou mes faiblesses, ça dépend de quel angle on le prend, pouvaient être une force dans la vente, c'est-à-dire être bienveillant, vouloir aider les gens, vouloir être sincère avec les gens, tout en respectant des choses dans la vente, c'est-à-dire relancer les gens, provoquer un rendez-vous à la fin d'un rendez-vous. En fait, ça pouvait être une force parce que finalement, les gens voient très bien que j'ai pas envie de, comme tu l'as dit, de les baratiner. Hein. Ils voient que je suis pas là pour leur aspirer leur argent, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai voulu adapter cette personnalité au métier de vendeur et ça m'a plutôt réussi jusqu'à présent. Donc le message c'est connaissez-vous, connaissez vos forces et vos faiblesses et adaptez-les à votre métier. Ok. Je te propose de finir sur ces belles paroles et sur ces beaux conseils. Ouais. Peut-être juste une dernière chose, c'est est-ce que tu as des inspirations à nous partager, peut-être des lectures, des films, des podcasts, des ressources vers lesquelles les auditeurs de Chef peuvent se tourner pour progresser dans la vente, en dehors de ton podcast Les Héros de la Vente? Ouais. Alors moi, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de choses. En fait, je me suis mis en plus du podcast, un autre challenge, c'est d'écrire une newsletter chaque semaine pour faire de la veille. Et donc, je suis obligé donc la newsletter s'appelle Les Chroniques de la Vente. J'en profite pour faire un peu de pub. Et du coup, je fais beaucoup de veille. Et donc, ce qui m'inspire en ce moment, alors un livre qui est la Bible de la vente, qui m'a beaucoup servi, c'est From Impossible to Inevitable. Donc, il n'est pas traduit en français, mais il se lit très facilement. C'est Jason Lemkin et Aaron Ross. C'est un peu les papes de la vente de technologie aux États-Unis, de la Silicon Valley. Et ils te donnent les 7 règles d'or pour avoir une entreprise qui est en pleine croissance. Donc ça, c'est un bouquin qui est pas mal du tout, que je vous conseille. Ils ont aussi une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir. Vous tapez Jason Lemkin, c'est vachement bien.
Et après, bien sûr, les podcasts de la vente, il y en a plein. Vous tapez vente sur iTunes, vous allez les trouver. YouTube, j'utilise beaucoup. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme contenu intéressant sur la vente? Après, pour sortir de la vente, en ce moment, je lis un bouquin que j'aime beaucoup, qui est un philosophe qui s'appelle Gaspard Koenig et qui a fait un voyage à cheval de France jusqu'à Rome, du Périgord jusqu'à Rome. Son bouquin s'appelle Notre vagabond de liberté. Et je suis en train de lire ça en ce moment et je trouve ça génial parce que on parle plus de technologie, d'algorithmes, etc., mais juste de quelqu'un qui prend un cheval, qui va à la rencontre de gens et qui crée un peu une dissonance entre voilà, notre vie qui est hyper normée, où aujourd'hui maintenant il faut montrer un QR code pour prendre un café. Bon là, il va à cheval et il va dans des villages, etc., et les gens l'accueillent voilà, je trouve que ça crée un petit truc sympa dans notre société aujourd'hui. Hyper administrative et hyper normée. Donc voilà, si je peux conseiller quelque chose pour aller voir un peu au-delà. Trop chouette, donc tu le conseilles. Il faisait partie de ma to-read list, donc il va remonter dans la liste. Merci super, beaucoup, Alexandre. Ouais, merci à toi, Sophie, et puis j'ai hâte de t'accueillir dans mon propre podcast pour parler de management. Et je te souhaite beaucoup de réussite avec tous tes projets et puis une belle lecture. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. De mon côté, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai pris conscience que le métier de commercial était en pleine transformation avec le développement des outils digitaux, les manières de vente qui se diversifient, la pénurie de talents, ce qui entraîne l'émergence de nouveaux métiers, comme par exemple celui de Sales Enablement, et de nouvelles écoles. Je retiens aussi l'importance du rôle du directeur commercial. Je pense qu'on l'a souvent dit dans Chef, mais le rôle du manager, ce n'est pas de faire et d'être dans les opérations, mais c'est bien de manager ses équipes. Et Alexandre nous l'a encore confirmé. Le rôle du directeur commercial, c'est bien de coacher ses équipes, de les développer, de les former, de définir la stratégie commerciale pour amener tout le monde dans une même direction. Enfin, ce n'est pas un apprentissage pour moi, mais bien la confirmation d'une conviction récente. Nous pouvons tous développer des compétences de vente propres à notre personnalité. Par exemple, le fait de savoir rédiger un mail impactant ou de développer son écoute pour bien comprendre la problématique de son client. Je peux vous dire qu'après ma conversation avec Alexandre, le cliché du commercial baratineur est très très loin pour moi et j'ai très envie de développer de nouvelles compétences de vente. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté Chef. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Kenavo!